Bonjour, donc je vais vous présenter à la place du professeur Fakri. Voilà, pardon. Donc très différent, les carcinomes épidermoïdes de lèvres. Donc bon, pour le groupe de travail, voilà, on avait 2 chirurgiens, 2 radiothérapeutes, dont une curie-thérapeute, et puis donc avec un chirurgien maxillofacial. C'était exactement le même process de travail que ce qui a été très bien détaillé pour le larynx avant, en termes de relecture, etc. Donc, sur les lèvres, on est sur un profil de tumeurs différents, avec une zone de transition cutanéo-muqueuse, et donc 2 profils différents, selon que c'est plus vers un profil qui ressemble à la cavité buccale sur la lèvre rouge, ou un profil qui s'apparente au carcinome cutané sur la lèvre rouge sèche et la lèvre blanche. Ils sont rarement différenciés dans les études, et là, on était plutôt sur les cancers de lèvres rouges. Élément. Donc on est plutôt sur des carcinomes de bon pronostic, d'une part parce qu'ils sont facilement diagnostiqués tôt, même si on voit souvent arriver des lésions avancées, mais c'est rapidement visible, donc c'est plus facile à diagnostiquer. C'est plutôt moins lymphophile, voilà, en dehors de la méfiance nécessaire pour les tumeurs localement avancées, avec un risque métastatique faible en dehors de lésions très évoluées. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup vu de carcinome de lèvres métastatique, chacun dans notre expérience. Et la classification TNM est la même que la cavité buccale. La commissure labiale a d'une part un moins bon pronostic et d'autre part une complexité de prise en charge, en particulier en chirurgie en termes de reconstruction. Et le drainage lymphatique s'apparente à celui de la cavité buccale, avec un drainage aussi dans le secteur 1A pour la lèvre inférieure. Donc les moyens thérapeutiques à la chirurgie, la curithérapie, la radiothérapie et la chimiothérapie à peu de place, avec à la fois un objectif carcinologique mais fonctionnel, puisqu'on a rapidement des conséquences importantes en termes de microstomie, d'incompétence labiale, de difficultés pour mettre les prothèses dentaires, d'articulation parole, d'accès aux soins dentaires avec les microstomies. Et donc ça doit être un élément important à prendre en compte dans la stratégie thérapeutique. Donc la chirurgie reste le traitement de première intention, officiellement, avec les mêmes impératifs carcinologiques que pour la cavité buccale, et pour la prise en charge ganglionnaire, la même règle et la même stratégie que pour les carcinomes de la cavité buccale, que ce soit en termes de ganglions sentinelles, d'évitement sélectif ou plus radical. Et donc, oui. La curithérapie en alternative à la chirurgie pour les tumeurs de T1 à T3 ou en traitement adjuvant. Alors bon, en tant que curithérapeute, voilà, idéalement, c'est bien quand même en traitement exclusif. En traitement adjuvant, c'est mieux que de refaire une chirurgie qui va potentiellement cette fois-ci impacter beaucoup au niveau fonctionnel. C'est certainement une technique qui est sous-utilisée par un problème de répartition des curithérapeutes, et en particulier des curithérapies de lèvres. En soi, c'est pas très compliqué à faire, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup d'équipes qui le font. Alors, avant le Covid, il était évoqué dans le groupe français de curithérapie de faire une cartographie des centres et des techniques de curithérapie accessibles. C'est un peu tombé à l'eau, mais bon, on a les journées de curithérapie la semaine prochaine. Je pense le bureau va être remanié, tout va reprendre. Je pense qu'on peut espérer relancer ce projet qui, je pense, serait vraiment intéressant pour les patients, pour les choses. S'il y a, je pense que les chirurgiens sont d'accord avec moi que s'il y a une technique de curithérapie à défendre en ORL, c'est vraiment la lèvre, avec le vestibule nasal aussi. C'est sûr que c'est pas comme de la radiothérapie, c'est pas des allers-retours pendant 7 semaines à un centre de radiothérapie, donc ça vaut vraiment le coup de faire des kilomètres pour qu'un patient puisse bénéficier d'une curithérapie de lèvres, et surtout quand la chirurgie s'annonce
impactante, à défaut d'être mutilante, même si elle est impactante. Donc, en l'occurrence, ici, voilà, on peut avoir des gens qui viennent depuis la Franche-Comté pour faire une thérapie de lèvres. C'est pas du tout une hérésie. Donc, on a certainement énormément de progrès à faire du côté des curathérapeutes français pour clarifier les choses et pouvoir améliorer l'offre et en tout cas la visibilité pour les patients. Et en l'absence de contre-indication, elle doit être préférée à la radiothérapie, sinon ça serait trop simple parce que ça, des centres de radiothérapie, il y en a partout. On est beaucoup plus localisé. Pour avoir récemment dû faire une radiothérapie externe à un patient qui avait des contre-indications plus que formelles au relais anticoagulant, bon, en toxicité, il n'y avait pas photo et en plus ça n'a pas marché. Donc, la curithérapie, l'avantage c'est qu'on implante les vecteurs directement dans la lèvre, la source radioactive passe dedans, ça limite vraiment l'irradiation. Alors notre dentiste est parti, mais comme en plus on leur met des protections plombées qui permettent de protéger la lèvre supérieure ou inférieure et de faire un écran avec la gencive et les dents, on est vraiment sur une irradiation qui reste très localisée, peu de risque d'ostéoradionécrose. Donc c'est vraiment une technique extrêmement intéressante, mais c'est à nous de progresser pour être plus visible et mieux coordonner les patients au niveau national pour une technique pour laquelle ils ont tout à gagner puisque c'est un traitement conservateur. Donc on est, même avec d'excellentes plasties et même avec du très beau travail des chirurgiens au niveau fonctionnel, c'est vraiment une technique à laquelle on devrait avoir un petit peu plus recours, mais bon, évidemment, je prêche pour ma paroisse. La place de la radiothérapie. En alternative à la curithérapie et à la chirurgie, je vous ai dit c'est assez rare, ou alors sur des lésions vraiment très très évoluées. Oui, pour finir avec la curithérapie, les commissures, c'est plus accessible qu'en chirurgie. Par contre, il y a une place à la radiothérapie adjuvante dès qu'on a une atteinte ganglionnaire. Voilà, si on a une atteinte ganglionnaire sur le curage, il faut vraiment faire une irradiation adjuvante, tout comme en radiothérapie ORL. Et en cas d'atteinte ganglionnaire, la curithérapie peut être séparée de la radiothérapie. On peut faire la radiothérapie, pour là évidemment quelque chose qui ne se prête pas à la curie, et quand même faire bénéficier le patient d'une curithérapie. De même que s'il doit avoir un curage ganglionnaire du fait de la taille de sa lésion, il peut aussi quand même avoir une curithérapie, et qu'on évite la chirurgie si on pense qu'on va avoir un impact. D'autant plus que la majorité des centres font la curithérapie sous anesthésie locale, donc ça fait même pas des anesthésies générales. La chimiothérapie, il n'y a pas vraiment d'études spécifiques pour les carcinomes de lèvres. On l'a dit, ce sont des tumeurs qui sont rarement métastatiques, rarement assez évoluées pour qu'on se pose la question, donc on n'a pas de données. Sinon, pour les tumeurs évoluées, on est sur les indications identiques à la cavité buccale. Bon, en plus, on est un petit peu sur le même profil de radio et de chimiosensibilité, normalement. Mais par contre, il n'y a pas de place à une chimiothérapie concomitante à la curithérapie. Voilà, bon, je ne sais pas si on avait du retard, mais on va rattraper comme ça. Petite localisation. Non, mais il y a peut-être des questions, parce que c'est un sujet difficile. Pour les chirurgiens aussi, hein, c'est pas facile. J'aurais dû rajouter des fautes. Oui, c'est pas facile. La prochaine fois, je vous mettrai des fautes. Jusqu'à un tiers de lèvre en chirurgie, on peut le faire. Mais on peut faire de la chirurgie. Donc, les deux options se valent et en tout cas, il faut savoir y penser. Après, pour les chirurgiens, ça devient difficile. La reconstruction de lèvres, c'est compliqué. C'est compliqué, ça peut se faire, mais ça nécessite beaucoup de technicité. Après traitement? Ou même si on a une grosse tumeur de lèvres, pour obtenir une nouvelle lèvre, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Je crois que vous devriez faire effectivement de la publicité en montrant les résultats de vos curithérapies sur des grosses tumeurs avec des réhabilitations quasiment. Non, mais on va essayer de faire bouger un petit peu dessus. Parce que la curithérapie de lèvres, c'est plus de 95% de contrôle local. Hein, c'est comme la chirurgie. Avec des très résultats esthétiques. Et pour faire un petit peu de provocation, Jennifer rigole, elle sait déjà ce que je vais dire. Comme pour citer notre directeur, mon maître en curithérapie, M. Peffer, il dit que même si on fait des très belles chirurgies plastiques, quand on remplace un morceau de lèvre par un morceau de fesse, on parle quand même comme une fesse, on mange comme une fesse, on respire comme une fesse, alors que la curithérapie est conservateur. Voilà. Monsieur Peffer dans le texte. On n'utilise pas de fesse. On n'utilise pas de fesse, mais on utilise. Non, voilà, c'est pour illustrer la conservation, c'est pas comme une belle reconstruction. Mais on utilise parfois des endroits pris dans les zones délicates, effectivement, pour reconstruire le rouge des lèvres.
Et ça marche bien, mais bon, voilà. Yazan. C'est une très bonne présentation. Je partage totalement ton avis sur l'intérêt de la curithérapie. J'espère bien, parce que sinon, c'est qu'il faut que tu repasses un stage. Mais j'ai quand même une grosse interrogation moi, sur la gestion ganglionnaire. Oui. Ouais, chez les patients X0, Ah oui, parce que vous faites des sentinelles, oui. Oui. et c'est une excellente indication de sentinelle, je pense. Ouais. Après, dans l'ensemble, alors là, c'est purement mon expérience personnelle, mais bon, on en a quand même pas mal en curie. Les patients qui nous ont fait des récidives ganglionnaires sur des lèvres, c'est quand même surtout, tu vois, des gens âgés, chez qui clairement, si on regardait stricto sensus les indications, il y avait une indication de curage et sur lesquelles on sait, voilà, pour des gens très fragiles, etc., on pouvait tout à fait concevoir qu'on n'ait pas envie de leur sauter dessus pour un curage, et des patients où en fait il y avait une indication qui d'emblée était qui était dans les clous en fait, hein. Mais je ne sais pas si on a tant de récidives ganglionnaires sur les patients qui ne sont pas dans les critères du curage. Mais, Alors, je discutais quand même, effectivement, on peut combiner éventuellement sentinelle et curithérapie. Oui, En pourquoi commençant pas, bien sûr par le sentinelle. hein. Mais du coup, ça veut dire une anesthésie générale, ça veut dire une intervention. Et quand on a le patient sur la table, on a tendance à dire, bah, tiens, la lésion, elle était un T2, donc autant intervenir. Sauf pour ce qu'on gagne. Oui, mais après, pourquoi pas, on peut en Après, discuter, on peut s'organiser, hein. Totalement convaincu. Et Thérapie. ça, oui, pourquoi pas, on pourrait y réfléchir. Alors, c'est vrai qu'en plus, pour des gens qui sont souvent âgés, l'avantage de le faire sous anesthésie locale, bon, ça, c'est sûr que c'est intéressant aussi. Il y a une petite hospitalisation derrière, mais vu qu'ils n'ont plus besoin d'être en continu pour ceux qui ont des vieux souvenirs de la curithérapie, on n'est plus avec des gens qui restent avec des fils d'iridium toute la journée enfermés dans leur chambre. On n'est plus que sur du haut débit, donc c'est un petit peu comme en radiothérapie. On les déplace jusqu'au bunker, ils ont leur séance, ça dure 10 minutes, ils rentrent dans leur chambre, donc du coup, il n'y a plus cet isolement qu'il y avait avant, donc ils peuvent avoir de la visite, ils peuvent aller se promener. En plus, maintenant, au pire, ils mettent un masque et puis on ne voit pas qu'ils ont le matériel vecteur. Donc c'est un petit peu... On a réussi à alléger un petit peu les choses, mais oui, la sentinelle, il faut qu'on en discute au calme. Et voir sur quel... sur quelle tumeur c'est intéressant, quoi. Oui. Mais je dis souvent, c'était quand même des patients où a posteriori il y avait une indication, mais c'était des gens très âgés, très fragiles, et on avait tenté le coup, quoi. Oui, alors moi j'ajoute pour l'avenir, parce que les référentiels sont amenés à évoluer, je crois que la place du sentinelle sera mieux précisée dans les prochains référentiels, parce que ça peut aussi se faire sous local, hein, la sentinelle. On n'est pas obligé d'en enlever. Hein, ça, c'est un élément important. Ah, bah là, on va pouvoir organiser des trucs intéressants. Complètement. Il faut dans le même temps. Mhm. En plus, double irradiation directe avec le traceur et. Bah, c'est pas grave, ils sont déjà dans des chambres où il y a un peu de plomb dans les murs encore. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une pause. Oui. Les séances. Alors, le protocole qu'on a actuellement à Nancy, mais dans l'ensemble, la dernière fois j'en discutais avec les collègues au niveau national, souvent c'est 8 séances. Donc là, grossièrement, ça va être une application le lundi matin, une séance le lundi après-midi, 2 par jour, une le vendredi matin, des appareils y rentrent. Des gens qui sont autonomes, débrouillards, ils peuvent éventuellement un petit peu rentrer chez eux le soir. Le problème, c'est qu'on est sur 2 séances par jour, donc c'est un petit peu compliqué de les faire rentrer chez eux et revenir 2 fois. Donc souvent ils restent, mais voilà, ils restent, ils ont 4-5 jours de traitement.